Précédemment, dans Cartel Nord. Facile d'accès pour les consommateurs, la cité de la Castellane est également une aubaine architecturale pour les dealers. En 2012, la Castellane est donc le plus grand supermarché de la drogue de la région marseillaise. Mais cette situation ne va pas durer. Personne ne doit se sentir tranquille. Je parle des voyous, des caïds, mais aussi de ceux qui alimentent ce trafic. Clairement, le mot d'ordre en haut lieu policier, c'est « on doit péter la Castellane ». Désormais identifié au plus haut sommet de l'État, le trafic de drogue à la Castellane est dans le viseur des enquêteurs de la police judiciaire de Marseille. Pour la première fois, la PJ se fixe une règle, un objectif, démanteler ce réseau de la tête aux pieds, du patron jusqu'aux petites mains. Surveillance aérienne, filature, écoute téléphonique. Pendant plus d'1 an, un groupe d'enquêteurs spécialisés mène une investigation hors norme. Une enquête sous haute tension pour faire tomber le réseau de la Tour K. Bienvenue dans la 3e saison de Cartel Nord. Plongé dans les coulisses d'une enquête de police sans précédent. Un podcast original, La Provence. Épisode 3. La Tour K sur écoute. Entre le 29 mai et le 22 novembre 2012, l'enquête sur le réseau de drogue de la Tour K démarre avec une série de renseignements anonymes. Organisation, nom des principaux gérants du réseau, ces renseignements sont une véritable mine d'or pour les enquêteurs. Le renseignement anonyme, c'est la base de tout, en fait, dans la lutte contre le trafic de stupes, et il peut venir d'à peu près partout. Romain Capdepont est journaliste à La Provence, chef adjoint du service reportage. La plupart viennent quand même des tontons, comme on dit, c'est-à-dire vraiment des gens avec lesquels travaille la police, des gens qui sont dans ces cités, qui sont parfois dans ces réseaux, qu'ils arrivent à retourner à un moment donné, au gré d'une petite interpellation, au gré d'une rencontre. Voilà, c'est tout le travail, c'est une espèce de travail de renseignement en fait. Donc il faut, ces tontons, c'est vraiment la base de tout. Un vrai bon flic de stupes a des tontons, c'est la base de tout. Ces renseignements anonymes, ils peuvent venir d'à peu près partout, soit pour faire tomber un concurrent, soit pour faire tomber un chef dont on a envie de prendre la place, soit en effet pour faire sortir quelqu'un de cette vie-là, quoi. Soit ça peut venir aussi parfois des proches, et notamment des femmes, des compagnes de ces trafiquantes de stupes, qui, selon mes sources, ont servi plusieurs fois de source de renseignements extrêmement intéressantes aux policiers des stupes à Marseille, parce que trahis, parce que se rendant compte que leur compagnon a parfois une double, une triple vie en Espagne, à Dubaï, je ne sais où, parce que ça fait la fête et qu'on profite de sa jeunesse. Et ces femmes-là, évidemment, connaissent à peu près tout de la vie du trafiquant et deviennent, parce que trahis, parce que déçus, parce que amers, deviennent parfois des sources extrêmement importantes et précieuses pour la police. Et donc, la police, évidemment, se doit de vérifier d'où vient cette info pour comprendre la raison pour laquelle elle tombe et essayer d'en évaluer la fiabilité, en fait, au final. Mais en général, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, comme on dit. C'est vraiment tout le travail de ce qu'on appelle désormais l'OFAST, et à l'époque, l'Octrice. Sur la base de ces renseignements, l'enquête de la police judiciaire peut enfin commencer. Il faut accumuler un nombre de preuves incalculables, que ce soit des surveillances physiques, des surveillances téléphoniques, du point relais téléphonique, attester de la relation entre tel et tel, de la relation hiérarchique entre tel et tel. En fait, le but, c'est d'arriver à dessiner un canevas, à dessiner vraiment une structure, un squelette du trafic pour, à un moment donné, le démanteler de la tête aux pieds, comme ils disent d'ailleurs. C'est à partir du réseau de la Tour K que cette expression de démanteler de la tête aux pieds s'est démocratisée dans le langage policier et médiatique. À partir de ces renseignements anonymes, l'objectif est clair pour les enquêteurs, connaître et comprendre le rôle des trafiquants de la Tour K. Déterminés à faire tomber l'intégralité du réseau, ils vont alors utiliser une technique bien particulière. C'est la technique de l'entonnoir. Karine Sabourin est juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille
et c'est elle qui a instruit le dossier de la Tourka. Si on les voit en surveillance passer, alors ça c'est pas pour les chefs, mais je veux dire les gestionnaires, les logisticiens, si on les voit passer sur le point de vente, discuter avec des gens qui par ailleurs sont sur le point de vente, en contact avec les guetteurs, qui font des allées et venues, qu'est-ce qu'ils foutent là à part faire du trafic, bon voilà. Si on les entend sur les écoutes téléphoniques sur un mode hiérarchique, l'un donnant des consignes à l'autre, qui concernent effectivement manifestement l'organisation de vente, le ravitaillement ou la gestion des clients ou la gestion des comptes ou la gestion des nourrices, c'est un autre élément. Enfin, si vous voulez, c'est un faisceau d'indices qui nous font conclure qu'ils sont dedans, quoi. Pour se fondre dans le décor, les policiers mettent en place des surveillances physiques en plein cœur de la cité pour observer le trafic. Cachés derrière des grillages, planqués dans des voitures, les enquêteurs documentent les allées et venues des trafiquants au pied de la Tourka. Exemple dans ce procès-verbal de l'antenne octrice de la PJ de Marseille que nous nous sommes procurés. À 15h, mettons en place une surveillance discrète sur la cité. Disons que toutes les entrées de la cité sont surveillées par une vingtaine d'individus, certains coiffés d'une capuche et d'autres étant cagoulés. Remarquons que plusieurs véhicules pénètrent dans la cité. Remarquons également un balai incessant de scooters dépourvus de plaques d'immatriculation. Ceux-ci semblent scruter tous les mouvements de véhicules et piétons au sein de la cité. Pénétrons dans cette cité et notre progression discrète nous permet de nous approcher jusqu'au bas de la tour, gardée par plusieurs individus cagoulés, semblant être chargés de filtrer les clients et de les diriger sur le parking afin d'éviter qu'ils accèdent sur le point de vente avec leur véhicule personnel. Vu le nombre important de personnel mis en place pour surveiller ce plan de stupéfiants, décidons de quitter les lieux. Photographie, surveillance physique, balisage des véhicules. Sans se faire repérer, les policiers utilisent alors toutes les techniques d'enquête pour épier les moindres faits et gestes des trafiquants. C'est essentiellement des surveillances physiques, avec notamment, quand on peut, des caméras ou des appareils photo qui permettent de flasher ce qui se passe. Le commissaire divisionnaire Sébastien Lothar est chef de la division stupéfiants de la police judiciaire de Marseille. Alors c'est pas un policier qui va se promener ou qui va... on a des moyens techniques sophistiqués qui nous permettent effectivement d'avoir des prises de vue de loin, donc à longue distance. On a la partie classique de brancher un portable, ça c'est pas nouveau, et également derrière, quand on peut effectivement, de pouvoir baliser et de pouvoir mettre des dispositifs techniques de géolocalisation sur les moyens de locomotion des acteurs. On essaie d'être transparent, invisible. Voilà, on monte sur des toits, on prend des risques et on essaie d'être effectivement invisible pour que personne ne voie la caméra, même pas les gens qui habitent dans le bâtiment. Quand vous êtes dans des cités comme ça, impénétrables et imprenables, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de pouvoir agir comme c'est un peu un film. Être transparent, invisible, la police judiciaire tente de se fondre dans le décor par tous les moyens possibles, comme le révèle l'avocat Philippe Voulant. Pour arriver à faire des surveillances à l'intérieur de la Castellane, c'était des prouesses incroyables. Les policiers se faisaient passer pour des électriciens, ils étaient quillés sur des pylônes, d'autres pour je sais pas quoi, et il y avait des surveillances qui se faisaient sans se faire repérer, ce qui était inouï. Dans cette citadelle dite imprenable, les enquêteurs tentent aussi une approche inédite pour éviter de se faire repérer par la vingtaine de guetteurs qui quadrillent la cité. À 600 mètres d'altitude, un hélicoptère survole la cité de la Castellane pour cartographier l'organisation du réseau. On voulait prendre depuis le haut, on voulait se rendre compte un petit peu de la mise en place du réseau à la Castellane, de pouvoir effectivement localiser précisément à chaque fois où étaient les guetteurs, le point de deal et autres. Bon, on s'est fait voir tout de suite. Le bruit des pales, c'est impossible. Donc on a pris notre vidéo et on s'est vite aperçu qu'ils avaient vu l'hélico, donc l'hélico est rentré à sa base. Mais si vous voulez un hélicoptère en statique pour avoir une image qui soit assez bonne, pas loin des cités, ça attire l'œil. Ça attire l'œil automatiquement. C'est pas un drone, c'est un hélico.
Et donc, c'est pas l'outil idéal sur les surveillances. C'est pour ça qu'on les utilise peu. C'est pas l'outil idéal qu'on a sur les points dits des cités. Au terme de ces premières semaines d'enquête sur le terrain, les policiers ont maintenant une lecture assez claire du fonctionnement du réseau. Fin décembre 2012, un nouveau renseignement anonyme confirme cette fois-ci l'existence d'un trafic de grande ampleur et en précise les contours, comme le révèle cet autre procès-verbal. Un réseau de trafic de stupéfiants s'opérerait dans la cité de la Castellane, plus communément appelée Plan de la Tour, en référence au bâtiment K de la cité. Il s'y vendrait de l'herbe, de la résine de cannabis, ainsi que de la cocaïne. Le plan serait en activité 7 jours sur 7, de 11h à minuit. Il y aurait environ une 60aine de personnes qui travailleraient pour faire tourner ce plan. L'approvisionnement de la matière stupéfiante se ferait en 2 fois, à l'ouverture du plan et vers 20h le soir, celle-ci serait entreposée chez plusieurs nourrices. Les ventes des barrettes se feraient à l'extérieur du bâtiment, tandis que pour les grosses quantités, celles-ci se dérouleraient à l'intérieur, dans un appartement situé entre le 10e et le 15e étage. Les guetteurs et vendeurs seraient pour certains équipés d'oreillettes pour correspondre entre eux, ainsi que de brouilleurs de téléphones portables. Environ 300 à 500 kilos arriveraient régulièrement dans la cité. Démanteler le réseau de la tête aux pieds. Après la cartographie du trafic et l'identification de ses acteurs, la police judiciaire passe à une nouvelle phase. Pour connaître précisément le rôle de chacun et obtenir les preuves de leur implication, les enquêteurs mettent en place une impressionnante toile d'écoute téléphonique. Il y avait le seul truc qui existait à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque les BlackBerry Messenger, à peine, ça commençait à peine, mais tout le reste, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de PGP, il y avait à peine le BlackBerry Messenger, mais c'est resté sur des gros trafiquants. Donc là, les personnes avaient besoin de s'appeler, de se parler et de communiquer. Et donc, l'enquête stup, elle est quand même ficelée par des écoutes téléphoniques, associées avec des surveillances physiques, mais des écoutes téléphoniques, quoi. Au total, une centaine de lignes téléphoniques appartenant à une trentaine de membres du réseau sont mises sur écoute. Un gars, il pouvait avoir des téléphones successivement sur la période. Donc, il y en a beaucoup plus. On coupait la ligne et on en retrouvait une autre parce que, en fait, pour retrouver une ligne, à l'époque, c'était plus facile. On a le gars qui appelle avec son téléphone perso. Il a une ligne. Bon, il appelle sa maman, sa copine et puis le réseau. Bon, quand il change de ligne, on prend vite fait les fadettes de la maman et de la copine et puis on regarde quelle ligne a la même habitude que l'autre et on récupère sa ligne. Ou alors la ligne d'un autre contact dans le réseau, et on voit, avec son habitude antérieure, comment il l'appelle. Puis les policiers, après, ils reconnaissent leur voix aussi. Des heures et des heures d'écoute pour une poignée d'enquêteurs désormais habitués à décortiquer le langage décousu des trafiquants entre argot, abréviations et autres surnoms. Il y a une personne, vous savez, souvent, quand il a pris dans sa tête la vie de son objectif, eh bien, il vit avec. Il comprend exactement comment, et après c'est la curiosité, mais il comprend exactement ce qu'il va faire, de quoi il parle. C'est plus simple que ce soit la même personne souvent qui est. Donc on se répartissait les écoutes en fonction de certaines personnes qui les gardaient parce que depuis plusieurs mois, il vivait avec eux. Souvent l'enquêteur stup vit complètement H24 la vie de son objectif. Il connaît tout. S'il veut parler un peu au téléphone, on connaît toute sa vie privée, jusqu'à ses problèmes médicaux. Pendant ces premières semaines d'investigation, les enquêteurs de la police judiciaire usent donc de toutes les méthodes pour cartographier, documenter le réseau de la Tour K et de ses gérants. Mais au printemps, un événement inattendu menace de mettre en péril l'enquête policière. En plein cœur de la cité, une tentative de règlement de compte vise la tête du réseau de la Tour K. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.